Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La lutte contre le harcèlement scolaire, un enjeu majeur du secteur éducatif, mais pas seulement. Un combat qui doit être collectif, parents comme enfants, ainsi que professeurs. On en parle avec nos invités dans la première partie de notre émission. Justement, comment libérer la parole des plus petits quant à ces situations de harcèlement à l'école. Pour notre invité, eh bien, cela passe par l'art et notamment la chanson. Notre invité sera avec nous en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde vous parlera d'une tendance, celle de se demander si avoir un mec est encore un avantage. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Shirley. Shirley, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. C'était aujourd'hui, les chiffres sont toujours alarmants. Un tiers des élèves ont déjà été victimes de harcèlement scolaire selon un sondage Odoxa pour l'association Asmae. Il a été publié ce matin et donc sur ce tiers, il y a 35% qui sont à l'école primaire. C'est 11% de plus que l'an dernier. Alors comme chaque jeudi après les vacances de la Toussaint, pendant cette journée spéciale, c'était l'occasion, plus que jamais, de faire de la prévention dans les classes. À l'école Eugénie Coton à Paris, où s'est rendue France Inter, les élèves de CM1 et de CM2 semblent plutôt bien renseignés. Ils étaient en pleine séance de sensibilisation avec Alexandre de l'association Asmae. Ce serait quoi la raison pour laquelle il rigole de la personne? C'est peut-être parce qu'il y a tout le monde qui le trouve moche ou un truc comme ça. Elle est différente. Pour vous, est-ce que ça, pour le moment, c'est du harcèlement? Non, parce que si c'est pas tous les jours, si c'est juste un jour, c'est pas bien, mais c'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est quand c'est tous les jours. J'ai l'impression que lui, il va pas voir un adulte. Du coup, il reste bloqué dans son coin à se faire harceler. Est-ce que vous savez pourquoi un harceleur harcèle? Parce qu'il est triste dans sa vie. Des fois, il veut être remarqué parce qu'il n'est pas remarqué en tel qu'il est. Il a besoin pour lui d'être vu. Quand ils harcèlent trop, ça peut pousser à ce que tu n'aimes plus vivre. Des échanges animés pendant cette séance et des enfants qui ont l'air d'avoir pleinement conscience de ce qu'est le harcèlement à l'école. Pourtant, selon l'enseignante Marie-Camille Rault, c'est un peu différent au quotidien. Certains enfants, ils ont ce discours de oui, c'est pas bien, il faut faire attention, il faut pas. Et pourtant, c'est parfois les premiers à faire des rumeurs ou à lancer des moqueries et ils s'en rendent pas forcément compte. Là, on en parle et on focalise sur le sujet, mais au quotidien, c'est difficile à mettre en pratique pour certains. Marie-Camille Rault, enseignante à l'école Eugénie Coton à Paris. Selon elle, les parents devraient assister à ces séances pour leur permettre de mieux saisir les rouages du harcèlement scolaire, phénomène que le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, assimilait ce matin sur Ici Normandie à un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un système de cercle de violence et que parfois la victime peut à son tour, dans une logique un peu de revanche finalement sur la vie, devenir à son tour harceleur et finalement faire payer le prix de sa propre souffrance aux autres. Et donc tout l'enjeu, c'est vraiment de briser le silence pour en fait briser le cercle de la violence. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, qui a passé la journée à rencontrer des élèves, des enseignants et des personnels d'éducation à Barentin, près de Rouen. Et ce n'est pas un hasard puisque la Normandie et le Grand Est sont les deux régions les plus touchées en France par le fléau du harcèlement scolaire. La suite du scandale autour de Shein en ce jeudi 6 novembre, un scandale qui continue. Le gouvernement a demandé à la marque chinoise de retirer tout produit interdit sous 48 heures, sinon ce sera la suspension. L'ultimatum lancé par le gouvernement après la saisie d'une poupée sexuelle enfantine commandée par un homme dans les Bouches-du-Rhône et la découverte d'armes de catégorie A commercialisées en ligne par Shein. Mais la procédure de blocage d'un site d'e-commerce n'est pas si simple. Bien qu'il existe une loi en France pour bloquer les sites pédopornographiques ou terroristes, cette loi ne pourra pas forcément être appliquée dans ce cas-ci, comme le rappelait l'avocat spécialiste du droit numérique, maître Alexandre Archambault, au micro de France Inter. La loi, elle vise avant tout les sites qui font commerce de ce type de contenu. Je veux dire, c'est le cœur d'activité du site. Quoi qu'on puisse reprocher à Shein, c'est quand même aller un peu vite en besogne en disant que c'est un repère de pédophiles et de délinquants en tout genre. La justice française et la Commission européenne ont été saisies par le gouvernement pour mener l'enquête. Et d'ailleurs, sur le numérique, c'est le droit européen qui prime. Maître Alexandre Archambault, toujours au micro de France Inter. Le numérique, c'est le droit européen qui prime. C'est ce que rappelle d'ailleurs régulièrement le juge européen
Vous pouvez réguler autant que vous voulez les acteurs qui sont établis chez vous, mais pour les acteurs qui sont établis dans un autre État membre, c'est ce qu'on appelle le principe du pays d'origine. Si vous voulez réguler ces acteurs-là, utilisez les outils que propose le droit européen et ne passez pas en force. C'était Maître Archambault au micro de France Inter. Dans la suite de l'actualité, un veilleur de nuit a été grièvement blessé en voulant protéger une jeune fille prise en charge dans un foyer d'aide sociale à l'enfance. Ça s'est passé à Toulouse. Et oui, les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi aux alentours de 2h30 du matin. Plusieurs individus se sont introduits dans le centre d'hébergement pour mineurs et ont menacé une jeune fille avec une machette sur son cou. L'agent éducatif en poste s'est interposé pour la protéger. Il a reçu des coups au niveau de la tête et de la main. Un de ses doigts a été sectionné. Il a été pris en charge par les services de secours. Quant aux agresseurs, ils ont pris la fuite et sont actuellement recherchés par les autorités. Dans les Côtes-d'Armor, c'est une affaire qui secoue le milieu des bagadouls, ces groupes de musique traditionnelle en Bretagne. Un ancien professeur de la Confédération des sonneurs de Bretagne, âgé de 47 ans et soupçonné d'agression sexuelle, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol sur mineurs et viol commis par personne ayant autorité sur la victime. Il lui a été interdit d'exercer des activités impliquant un contact avec des mineurs ainsi que des activités d'enseignement musical, a fait savoir le parquet de Saint-Brieuc. Cet ancien professeur était une figure des bagadous de Guingamp et de Bourbriac notamment, où il a enseigné pendant plus de 20 ans. Les faits soupçonnés remonteraient à plus de 10 ans. Allez, on prend la direction du sud de la France. L'université d'Aix-Marseille a lancé une campagne originale pour inciter les jeunes à aller voter lors des prochaines municipales. Et ce, afin de lutter contre l'abstention des jeunes qui ne cesse de progresser. Près de 40% des 18-24 ans n'ont pas voté lors de la présidentielle de 2022. Avec cette campagne, l'université souhaite rappeler que l'engagement individuel reste essentiel pour faire évoluer les politiques locales et s'appuie sur des visuels colorés prochainement diffusés dans les campus et sur les réseaux sociaux. Par exemple, Boss Lady avec cette mention, cette référence à la chanteuse évidemment Théodora. Mais il en existe toute une déclinaison avec des slogans plus accrocheurs les uns que les autres. Pour aller plus loin, Aix-Marseille Université a également mis en ligne un mini-site internet dédié aux élections municipales, le rôle des élus, l'impact des décisions locales dans la vie de tous les jours, ainsi que quelques explications sur les démarches administratives pour voter. Tout y est. Rendez-vous sur AMU Citoyen avec un s2026.univ-amu.fr. Bravo pour l'idée en tout cas. Enfin, s'il y a des prix littéraires pour les adultes, eh bien pourquoi pas pour les bébés. Oui, on ne les a pas oubliés. Voilà donc un prix du livre pour les bébés et c'est une grande première. La ministre de la Culture, Rachida Dati, elle a remis hier ce prix à Aurore Petit pour son livre Été Pop. Voilà, c'est son titre. 6 petites pages cartonnées pour découvrir les couleurs et les sensations de l'été, de l'abeille qui butine à l'air libre à des pieds où, entre lesquels passe l'air pendant l'été. Ça peut faire du bien à un petit bébé, Virginie. On voit aussi des ciels étoilés. Enfin bon, voilà. Ce petit livre est très sympathique. Un livre pop-up, comme on dit, avec des images en relief. Bravo à Aurore Petit pour Été Pop, publié chez La Martinière Jeunesse. De milliers d'enfants. Qu'en est-il de la réaction de la justice, de l'implication des parents et de l'écoute de ces victimes? On en parle avec nos deux invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Vanessa Duchâtel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous sur le Grand JT. Vous êtes cofondatrice et directrice de Scolavie. Erwan Balanan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes député MoDem du Finistère. On va parler aujourd'hui de harcèlement. La Journée nationale de lutte contre le harcèlement rappelle l'urgence, évidemment, d'une problématique, d'une situation qui touche environ un élève sur 10 pour ceux qui ont témoigné, pour ceux qui parlent, ce qui veut dire que le chiffre est peut-être beaucoup plus grave. Est-ce que vous avez une réalité vraiment des chiffres et de l'ampleur du harcèlement scolaire aujourd'hui, Vanessa Duchâtel ? J'ai la réalité que vous venez de décrire, c'est-à-dire effectivement en proportion un élève sur 10 qui témoigne avoir vécu des situations de harcèlement. On suppose qu'il y en a plus parce que c'est uniquement très récemment que la parole a commencé à se libérer sur le sujet et beaucoup d'élèves n'ont pas non plus les outils pour être conscients de ce qui est en jeu autour du harcèlement et donc pour le manifester. Il y a également une enquête l'an dernier qui a manifesté qu'il y avait 77% des enseignants qui témoignent vivre des situations de harcèlement chaque année avec leurs élèves.
et curieusement exactement la même proportion, 77%, qui manifestent ne pas avoir été suffisamment formés, outillés, ne pas avoir les moyens de faire face à ces phénomènes avec leurs élèves. Évidemment, on a nos nombreux prénoms en tête. Il y a quelques semaines, le suicide de la petite Sarah. On parle d'une enfant qui avait à peine 9 ans, qui a mis fin à ses jours, sans doute en raison d'un harcèlement dont elle était victime. Monsieur le député, les victimes sont de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est aussi un phénomène que vous constatez ? C'est un des points assez inquiétants. C'est de plus en plus jeune. Dès la maternelle presque et souvent primaire. Et c'est surtout... plus uniquement qu'à l'école. C'est ça le vrai sujet, parce qu'il y a des politiques publiques qui ont été mises et qui ont permis d'avancer un peu dans la cour de récréation, dans le périscolaire. Et aujourd'hui, on a un fléau qui s'amplifie très fortement par les plateformes et les réseaux sociaux. Et je pense qu'on a un vrai sujet sur ces questions-là, et il faut sortir de la naïveté. Ce sont des outils qui sont parfois extrêmement dangereux pour nos enfants. Moi, quand j'avais fait le rapport en 2019, on l'avait déjà pointé, mais depuis 2019, moi, je vois une accélération de la nuisance très forte des réseaux. Mais ça veut dire que c'est d'autant plus grave. C'est-à-dire que si vous pointez la situation, vous donc appelez à l'urgence, et en fait, finalement, vous vous sentez vous-même pas écouté. Non, parce qu'il y a des politiques publiques qui ont été mises en place et qui ont plutôt fonctionné. Il y a eu la loi que je portais. On a défini pénalement ce qu'était le harcèlement scolaire. Ça a permis aussi d'engager toute la société autour de ce sujet. Mais maintenant, on est submergé par la puissance des algorithmes et la puissance des réseaux, des plateformes qui ne veulent pas nécessairement le bien de nos enfants. Et je crois qu'il faut le dire. Il faut arrêter d'avoir peur et d'être naïf avec eux. Ce qui est important, c'est que vous soulignez non pas effectivement l'impuissance de l'État. Au contraire, vous dites que ça a plutôt avancé. En tout cas, les mesures qui ont été il y a des choses qui ont bougé mises en place, et on va y venir justement. En revanche, quand je disais que vous n'êtes pas écouté, c'est plus davantage la société, les parents finalement dans leur ensemble, l'influence des réseaux sociaux, les plateformes effectivement, les GAFA dont on parle, qui eux finalement continuent. Ils sont d'un cynisme terrible. Récemment, on vient de sortir, il y a une commission d'enquête sur TikTok. TikTok, c'est l'outil de nos enfants. Alors, outil, c'est pas vraiment un outil, c'est la plateforme qui est utilisée, que nos enfants visionnent. On a vu l'incroyable cynisme qu'ils ont et la négation totale même de la réalité. C'est-à-dire que il y a des études qui ont été faites en France, en Angleterre récemment, et ces études disent toutes que ces algorithmes sont très nuisibles à nos enfants. Et eux, ils le nient parfaitement en disant on a accompagné, on a mis des systèmes de temps d'écran, ça c'est pour Instagram, etc. etc. Non, il y a un vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est que nous-mêmes, adultes, on est captés et surcaptés par ces outils. Normalement, les adultes, c'est le rôle modèle des enfants, souvent. Et nous, dans nos familles, on est les premiers à regarder nos téléphones. Moi, j'ai une fille de 15 ans. Et parfois, je lui dis baisse avec ton téléphone, arrête. Elle me dit papa, tu peux pas me le dire, tu es quasiment autant que moi dessus. Et elle a raison. Et elle a raison. Alors j'essaye de me justifier en bon père en me disant oui mais moi c'est pour le travail, mais c'est pas bien de dire ça non plus. Donc on est tous responsables et je crois qu'il faut qu'on sorte de la naïveté autour de ces questions-là. Peut-être effectivement que passé 18 ans ou en tout cas avec un peu plus de sagesse pour pas dire d'âge, vous avez appris aussi à prendre du recul sur ce que vous regardez. C'est aussi ça la difficulté, Vanessa Duchâtel, c'est que pour les plus jeunes, comment est-ce qu'on aborde effectivement les réseaux sociaux, tout ce que l'on peut voir aujourd'hui avec davantage de distance ou en tout cas de pédagogie? Il y a peut-être deux choses avant de répondre à votre question. Le premier que vous soulignez, monsieur le député, c'est qu'en fait, le phénomène de harcèlement, c'est pas un phénomène individuel. C'est pas un phénomène qui va concerner uniquement une situation, un harceleur, un harcelé. C'est un phénomène de groupe, c'est même un phénomène communautaire. Et toutes les analyses depuis une dizaine d'années le montrent. En fait, dans les années 70, on analysait le harcèlement vraiment comme un phénomène psychologique individuel. Dans les années 90, plutôt comme un phénomène de groupe. Et depuis les années 2010, on constate qu'en fait, ça va au-delà de ça. C'est attenant à la culture, c'est attenant aux communautés. Et donc, c'est notamment dans ce cadre-là qu'il y a des programmes comme Free for Mobry qui ont été déployés dans les pays d'Europe du Nord avec des résultats très probants et qui commencent à être déployés en France. Donc, c'est rattaché à votre question dans le sens où nos enfants, en fait, ils ont besoin de pouvoir grandir dans une culture, chez eux
et à l'école, vous avez raison de souligner l'importance des parents dans cette démarche, qui va être une culture soutenante, une culture d'inclusion et une culture de solidarité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, nous sommes les rôles modèles de nos enfants. Nous, parents, moi j'ai aussi des petits-enfants, les enseignants, les professionnels, et en fait, les enfants vont être comme des éponges poreuses à ces comportements-là. Et donc, très concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? Alors nous, ce qu'on fait avec l'association Scolavie, c'est qu'on forme et on outille les professionnels de l'éducation pour qu'ils développent leurs propres compétences psychosociales et, in fine, celles des enfants qu'ils accompagnent, pour justement créer à la fois cette culture et cette capacité d'action au quotidien qui va créer un climat scolaire propice à la solidarité. Les professeurs sont demandeurs de cela. Est-ce qu'ils viennent vous voir, vous appellent en disant je suis perdu? Parce qu'en fait, on a, à proprement dit, tous effectivement un réflexe de se dire bon, moi je vais gérer comme je peux avec ma culture, mes influences, ma première réaction de professeur ou de maman. Mais effectivement, on sait qu'il faut être formé là-dessus. Ils sont massivement demandeurs. Ils sont massivement demandeurs de formation aux compétences psychosociales. Et au sein de cette demande, la raison numéro 1 qui est invoquée, c'est le harcèlement ou le climat scolaire. Et en fait, c'est très en lien avec ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements positifs ces dernières années. On parle du harcèlement. Il y a des dispositifs qui existent. Il y a aujourd'hui le programme phare qui aujourd'hui est déployé dans toutes les écoles. Ça a eu un impact et qui permet... Ça a un impact, mais qui est pour moi limité au court terme. Alors on va le tourner de façon positive. Ça a un impact tout à fait probant sur la gestion des phénomènes à court terme. L'étape d'après, je pense qu'il faut qu'on passe collectivement, c'est de mettre en place des mécanismes de prévention et de promotion sur le plus long terme, qui vont être attenants justement à la culture dont on parle et qui vont permettre justement d'équiper nos enfants, les parents et les professionnels de compétences et d'outils qui vont, vous parliez des réseaux sociaux, qui vont permettre justement aux enfants d'avoir une consommation des réseaux sociaux qui soit plus raisonnée et limitée. Les parents également, qui vont fournir des outils de communication sur le harcèlement. En fait, un enfant, les compétences qu'il va avoir besoin de développer face au harcèlement, elles sont de plusieurs ordres. Il va y avoir des compétences cognitives, d'affirmation de soi, de conscience de soi, de confiance en soi, d'estime, de capacité à demander de l'aide. Il va y avoir des compétences émotionnelles, de capacité à réguler ses émotions, à réguler son stress. Donc on va parler également de régulation de la colère ou de la honte, le cas échéant. Et puis enfin, ils vont collectivement devoir apprendre à développer certaines compétences sociales, parmi lesquelles le fait de savoir bien communiquer, le fait d'avoir des comportements prosociaux et le fait de savoir résoudre des conflits. Donc en fait, c'est tout un réseau de compétences à tisser les unes avec les autres. Finalement, ce que vous reprochez à la société aujourd'hui, c'est d'être davantage finalement dans le guérir plutôt que prévenir et d'être davantage sur la réaction plutôt que sur la prévention. C'est assez français, ça. En fait, on le constate aussi dans de nombreuses politiques de l'enfance, de la petite enfance, dans la santé. On investit massivement dans les programmes de soins. Il y a très peu de choses sur la prévention. Cette année, c'est l'année de la santé mentale, ce qui est à nouveau un dispositif tout à fait réjouissant, mais dont on constate qu'il est très majoritairement axé sur les protocoles de soins et très peu sur les phénomènes de prévention et de promotion. Et je crois que là, aujourd'hui, en 2025, on est prêt collectivement et qu'il faut qu'on passe à l'étape d'après. Sinon, tout ce dont on parle là, tous les programmes qui existent et qui sont en place, auront, in fine, un impact limité. Ce que vient de décrire Madame Duchâtel, en réalité, c'est le changement de paradigme qu'on doit avoir à l'école. En fait, l'école, pendant très longtemps, elle a été un lieu d'apprentissage, un lieu où on faisait de l'enseignement et de l'éducation. Et maintenant, c'est aussi un lieu où il faut qu'on apprenne à prendre soin de l'autre et à prendre soin de la société dans laquelle on vit. Et ça, moi, je suis assez... j'ai entendu le ministre dans l'audition qu'il a eue avec nous à l'Assemblée nationale en parler. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer aussi à l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale, quand vous leur parliez de ça, et moi, quand j'ai commencé mon travail autour du harcèlement scolaire en 2017-2018, c'était un impensé, un angle mort total. Hein. Et là-dessus, il y a eu un changement, il y a eu phare, c'est bien. Maintenant, c'est obligatoire, c'est-à-dire que c'est dans mon texte de loi, hein, c'est l'obligation d'avoir des plans de prévention et des protocoles dans chacun des établissements. Alors, il va falloir qu'on aille voir vraiment au dernier mètre et au dernier kilomètre si c'est vraiment bien et suffisamment mis en place. Ça, je suis pas complètement sûr encore, même s'il y a eu des changements, mais maintenant, le changement de paradigme qu'il doit y avoir et qui doit être une vague massive dans toute l'éducation nationale, c'est l'idée de prendre soin de l'autre. Alors, je l'entends. Et que tout simplement, par exemple, que dans ce qu'on demande à un élève,
Et moi, je le dis, être un bon camarade, ça doit faire partie aussi des choses qui peuvent être valorisées, qui doivent être valorisées. Bien sûr, mais je pense que tout le monde est d'accord avec ce que vous dites, personne ne peut dire le contraire. En revanche, c'est une valeur qui quand même a été enseignée déjà par nos parents et nos grands-parents, donc peut-être pas chez tout le monde, mais quand même, d'être bon camarade, c'est quand même une valeur. J'ai l'impression que l'école est devenue un lieu où il fallait être le meilleur. Ou alors, je crois aussi que la compétition a beaucoup prédominé peut-être sur effectivement, la coopération. Oui, j'entends évidemment notre proposition d'évaluation, mais je voudrais revenir sur un point précis. Vous dites effectivement prendre soin, ce que vient de développer le ministre de l'Éducation actuel. Bien sûr, on l'entend, mais quand on sait, et là je digresse un tout petit peu, mais quand on sait que déjà les professeurs eux-mêmes et le personnel éducatif a l'impression qu'on ne prend pas soin d'eux, comment faire pour que le professeur et l'instituteur, à ce moment-là, se disent, bien qu'il ait la vocation, bien qu'il ait toute la bienveillance du monde, se disent, en plus de toute la charge que j'ai, du rôle, etc., se dire, il faut que je comptabilise ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble d'un pensée sociétale. Quand on parle de prendre soin, en fait, il faut prendre soin de ceux qui prennent soin aussi. Et oui, exactement. Ça rejoint le rôle modèle, c'est-à-dire qu'il faut déployer des dispositifs d'accompagnement, de formation et de soutien aux professionnels de l'éducation. On a eu il y a eu toute une génération de professeurs là, qui sont des professeurs qui, depuis presque 20 ans maintenant, on a supprimé à un moment donné la formation des professeurs. On les a pris après. Là, c'est revenu, ça y est. Voilà, on les a pris après un master et puis ils faisaient 6 mois de stage. Voilà, ils passaient le CAPES. Je ne sais plus dans quel ordre c'était d'ailleurs. Et voilà, maintenant on dit c'est après une licence et puis vous avez 2 ans de formation qui vont vous rendre solide, évidemment sur les apprentissages, sur la connaissance, parce que c'est important d'avoir des professeurs qui soient aussi bons dans ce qu'ils enseignent, mais on va leur apprendre aussi, j'espère, et moi j'y veillerai, à ce que ça soit toutes ces comment dire, ce savoir-faire, compétences psychosociales, ces savoir-être et ces savoir-faire qui ont été, je pense, un impensé pendant un trop long moment. Vous pensez qu'on ne leur a pas du tout appris, que toutes les générations de professeurs actuels n'ont jamais appris à savoir-être? Et certains l'ont fait par expérience parce qu'ils sont formidables et qu'ils aiment les enfants pour une grande majorité. Mais une grande majorité, très grande majorité, évidemment. Mais je pense que même si on aime ça, ce sont des choses qu'on doit apprendre et vous dites c'est pas rien. C'est se former et continuer à se former surtout à ces nouveaux phénomènes. En fait, il y a encore parfois une préconception que ce type de compétences dont on parle, c'est de l'ordre de l'inné, alors que pas du tout. C'est de l'ordre de l'acquis. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on va développer comme on développe un muscle, les émotions également. Et je voulais rebondir sur ce que vous évoquiez sur le en plus, parce que nous, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On travaille au quotidien avec des enseignants du premier et du second degré, et parfois la première réaction qu'on va avoir, c'est ça m'intéresse, je vois bien, mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire quelque chose en plus. Et en fait, je crois qu'une idée préconçue à défaire, c'est que c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui va venir infuser à la racine de tout. La première raison, c'est qu'en fait, ça va faire du bien aux professionnels eux-mêmes. C'est pour ça que nous, chez Scolavi, on parle de prendre soin de ceux qui prennent soin. C'est-à-dire que quand on les forme, ils développent leurs propres compétences psychosociales. Donc, ils vont développer leur propre confiance en eux, leurs propres liens sociaux avec leurs collègues, leur propre capacité à réguler leurs émotions. Donc, tout ça, ça va leur donner des outils qui donnent du temps et qui donnent de l'énergie au quotidien. Et la deuxième raison, c'est que quand on développe les compétences psychosociales de ces élèves, on va avoir un impact positif sur la culture et sur le harcèlement dont on parle aujourd'hui, mais on va également avoir un impact sur les capacités d'attention des élèves, leur capacité à rentrer dans les apprentissages. Et donc, en fait, développer ces compétences-là, c'est aussi avoir un impact positif sur la réussite scolaire. Et je crois qu'ils vous entendent, évidemment, tout le monde entend sur la question, et encore une fois, je rebondis de la même manière. J'appelais juste sur la notion politique, c'est-à-dire que sur ce que va dire un ministre de l'Éducation qui va dire on va prendre soin tout d'un coup. Mais effectivement, j'aimerais poser cette question de prendre soin de tous, c'est-à-dire ceux, effectivement, qui vont aussi prendre soin des enfants. Mais moi, je vais vous donner un élément factuel qui est un élément, d'un côté, c'est un grand malheur de la France et qui va être une opportunité pour l'école peut-être. Tous les ans, on a 100 000 enfants, 100 à 150 000 enfants en moins qui rentrent à l'école. On a un choc démographique terrible qui va nous peser très lourd pendant une quarantaine d'années sur ce pays. Cette chute de la natalité, c'est un vrai malheur pour le pays. Mais par contre, pour l'école, ça va permettre, parce qu'on va pas supprimer le nombre d'effectifs correspondants. On va pas supprimer autant qu'on devrait.
Parce que si on se tenait 150 000 enfants en moins, c'est quasiment 8 000 postes en moins. Hein. Bah là, il y a 8 000 postes qui vont être supprimés. Non, il n'y a pas 8 000. Sachant qu'il y en a 5 000 qui vont être constitués en plus en postes stagiaires, voilà. ce qui est un petit peu différent. Oui, mais sauf donc, que 8 000 suppressions de postes quand même enseignants. Non, il n'y aura pas 8 000 en tout. C'est 8 000 classes en plus, en moins. Hein. Ce n'est pas 8 000 profs, hein. Si on fait le ratio. On calcule, et on va dire 150 000, divisé par 24, ça fait 7 000. 24 enfants par classe, c'est vraiment une moyenne, parce que ça, c'est assez rare en France. Hein. Oui, mais... je ne veux pas dire, mais... Non, alors, vous comptabilisez les classes Ulysse, vous comptabilisez les classes qui sont en REP, etc. Moi, dans ma circonscription, globalement, on est plus à 28 élèves par classe. Au primaire, chez moi, il n'y a pas de classe à 28. Ben, voilà. Tous chez vous, moi, je dis. Non, mais sauf que... Tous chez Erwan Balanan. Mais non, mais c'est une réalité. Vous avez une exception française. Mais non, il suffit de faire le ratio. Mais alors après, il y a des différences très importantes parce qu'il y a des classes dans certains endroits, ils sont que 12 et puis d'autres, effectivement, ils sont 28. Mais le sureffectif par classe en France, c'est quand même une des raisons aussi de nos difficultés aujourd'hui. Et je crois qu'on a un moment historique à saisir, effectivement, avec cette baisse des naissances. Du fait de la croissance démographique, justement. Non, du fait de l'effondrement démographique. Oui, c'est ça, de l'effondrement démographique. On aurait pu justement profiter de cela pour justement essayer d'avoir des classes un peu moins lourdes. Mais non, mais on l'a fait. On l'a fait parce que si on avait dû supprimer depuis les 10 ans, ça fait 10 ans que ça a commencé, on aurait des effectifs encore moins importants. On en a permis. Je vous rappelle qu'on a dédoublé toutes les classes de ZEP et de REP. C'est énorme. Donc dans toutes ces classes-là, c'est quand même Bien sûr, c'est formidable pour ces classes-là, mais pas pour le reste. Mais pour les restes, par exemple en ruralité, chez moi, vous avez effectivement des effectifs un peu moins importants. Et ça aurait été pire. Donc il ne faut pas... Voilà. Et je rappelle que le budget de l'éducation nationale a continué à augmenter, presque 14 milliards depuis 2017. Oui, là on a plus de 200 millions effectivement pour le prochain budget. 215 millions cette année. Mais justement, où vont-ils ? Non, mais où vont-ils ? Où va cet argent ? C'est la question qu'on se pose tous et certainement qu'on aura davantage de réponses. Mais si on en revient à ce sujet précis qui est le harcèlement, puis c'est ce qui nous occupe aujourd'hui en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est la question, c'est de se dire à un moment, est-ce que réellement on a compris ce qu'était le harcèlement en France. La définition du harcèlement sur le site d'éducation.gouv, elle est assez longue, donc je ne vais pas vous la citer, mais finalement, elle se résume à 3 termes. Violence, répétitivité, comme vous l'aviez bien souligné, et déséquilibre de pouvoir. Est-ce que ces notions-là, ont été réellement comprises, acquises par tous ceux, c'est-à-dire à la fois les parents, mais aussi tous ceux qui sont autour des enfants en continu, au jour le jour et à l'école. Moi, je crois que ces notions-là, elles commencent vraiment à être comprises aujourd'hui sur le terrain, mais qu'elles ne sont pas suffisantes. Ça rejoint ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que la prise de conscience qu'il faut qu'on ait massivement, qui va autour aussi des phénomènes des réseaux sociaux, mais pas que, c'est la prise de conscience de la culture qu'on a en France aujourd'hui et qui est tout à fait délétère pour les relations sociales de nos enfants et pour la construction de leur personnalité et de leur rapport au monde. Souvent, la mécanique à l'œuvre aussi dans le harcèlement, c'est qu'un individu, un petit être humain, par principe, il a envie de se sentir inclus dans le milieu social dans lequel il naît. S'il y a de l'anxiété ou qu'il y a de l'insécurité, ces phénomènes-là vont être des phénomènes qui vont générer par principe, les phénomènes de harcèlement. On est dans une époque dans laquelle l'anxiété n'a jamais été aussi élevée. Alors, c'est que récemment qu'on la mesure, mais à nouveau, elle augmente d'année en année. Il y a 25% quand même des enfants aujourd'hui en France qui ont un trouble de l'anxiété, de stress grave ou de la santé mentale. C'est colossal. Et idem pour les phénomènes d'insécurité. Donc, on est dans une culture qui dépasse complètement l'école, qui est vraiment sociétale, qui est globale, qui génère également ces phénomènes-là. Et on parlait de prise de conscience sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on a une prise de conscience à avoir, mais qui peut être tout à fait positive. Je crois que le but, c'est pas être dans l'injonction ou de se fouetter, c'est de se dire il y a eu une manière collective de procéder qui s'explique aussi par l'histoire économique, politique, sociale de notre pays. Et en fait, aujourd'hui, en 2025, on constate les échecs ou les limites de certains choix qu'on a faits et qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer une culture dans laquelle les enfants auront plus de place pour développer une bonne confiance en eux, des comportements prosociaux et des comportements de coopération avec des parents
et des professionnels qui sont conscients du rôle de modèle qu'ils ont à l'égard de ces enfants. Donc en fait, la première chose qui va aussi déterminer leur comportement, c'est comment est-ce qu'on consomme notre téléphone, mais comment est-ce qu'on se parle les uns les autres, comment est-ce qu'on interagit les uns les autres, est-ce que nous, adultes, finalement, on a les comportements qu'on souhaite à nos enfants. Juste un mot de fin. On a une montée des radicalités dans ce pays qui participe aussi à ce phénomène d'anxiété pour les jeunes. Et je pense qu'il faut que tout le monde redescende. Tout n'est pas parfait dans notre pays, mais sauf qu'il il faut aussi acter que c'est beaucoup mieux que dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et ça, je crois que c'est aussi des choses qu'on doit dire à nos enfants, que vous avez la chance d'être dans une école qui est gratuite, que vous avez la chance d'être soigné gratuitement dans ce pays. Et ça fait aussi, c'est plutôt que de dire que tout ne va pas bien à chaque fois, dire que c'est une chance extraordinaire pour vous d'être soigné, éduqué, d'avoir un accès aux loisirs souvent gratuit, c'est plutôt génial et que c'est une chance et que c'est faire société, c'est aussi reconnaître ça. Merci beaucoup, monsieur le député Erwan Balanant, d'être venu sur ce plateau. Vanessa Duchâtel, merci également, cofondatrice et directrice de Scolavie. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Laure Dèbre. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes créatrice de l'univers musical et poétique de Paroles de Farfelu. Et si vous ne connaissez pas encore Paroles de Farfelu ou Laure Dèbre, écoutez ça. J'en ai marre des histoires, elles vont rester dans ma mémoire. Je suis sûre que ce soir, je vais avoir peur du noir. Je me suis fait pousser et même bousculer aujourd'hui à la récré. Mais quelqu'un va m'aider pour me consoler et je vais tout oublier. La deuxième fois qu'on l'entend, c'est Franck, votre mari, donc les deux farfelus, tous les deux. Il y en a deux, voilà. Il y en a trois. Oui, il y a notre fille. Et vous créez donc cet univers autour des enfants qui marche, ça cartonne, Marre des histoires, ça fait bien l'entendre. La précédente, rappelez-moi le titre. Te laisse pas embêter. Te laisse pas embêter, tout cela autour effectivement du harcèlement scolaire. Vous sensibilisez effectivement les enfants, mais aussi et surtout les parents, les profs à cette notion de harcèlement. Oui, je les sensibilise parce que je pense que la porte d'entrée de l'éducation artistique et culturelle est une véritable porte d'entrée qui est positive dans les classes et qu'elle libère encore plus la parole. C'est vrai que, comme je dis très souvent aux familles, si vous avez un doute sur votre enfant, que vous trouvez qu'il change de comportement, n'hésitez pas à écouter une chanson avec lui et lui demander ce qu'il comprend de cette chanson, parce que de temps en temps, et même très souvent, l'enfant rebondit. Rebondit parce que c'est vrai qu'on parle de harcèlement souvent là, sur des termes assez difficiles. On en parle effectivement dans nos émissions, dans les émissions d'actualité. On cherche à trouver des solutions, mais plus de l'ordre de politique ou sociétal. Là, vous utilisez des mots d'enfant. Vous essayez de parler aux enfants directement. Là, moi, je m'adresse, avec cette chanson, vraiment, on s'adresse aux classes maternelles jusqu'au CP. D'ailleurs, cette chanson, elle a été composée en collaboration avec une classe. Donc, autant dire que j'étais vraiment très touchée. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est arriver à se mettre à leur niveau pour qu'ils n'aient pas peur et pour les entourer avec une bulle de bienveillance et qu'on puisse parler de ce phénomène de harcèlement qui fait peur quand même, parce qu'on en parle beaucoup. Les parents sont effrayés, ne savent pas comment aborder le sujet. Et c'est vrai que cette chanson, un petit peu légère quand même, mais pas si légère que ça, donne des solutions. Comment vous avez trouvé les bons mots pour parler de harcèlement ? Je pense que j'ai trouvé les bons mots avec mon cœur de maman, peut-être, plus que mon cœur d'artiste. C'est-à-dire, quand un enfant subit des choses et a besoin d'être protégé d'un seul coup, comment on va le rassurer? Alors déjà, comment est-ce qu'on va aussi lui expliquer que de temps en temps, c'est pas du harcèlement? Parce que tout est mis dans la case du harcèlement, mais quand c'est un acte isolé, c'est absolument pas du harcèlement. C'est quand c'est un phénomène répété. Et moi, mon cœur de maman m'a encouragée à trouver les jolis mots. Et je pense, ça m'a vraiment guidée pour faire cette chanson-là, alors que je balance. Je me suis fait pousser, encore à la récré, je me suis fait pincer, enfin c'est vraiment, c'est dur. Mais par contre, mes amis sont venus.
Oui, c'est ça, c'est l'amitié, la solidarité qui, d'un coup, amène une éclaircie, amène la lumière. Mais toujours, parce que je pense que les enfants, comme je leur ai dit, vous avez un super pouvoir. C'est le super pouvoir de vous entraider. Si vous voyez un copain ou un camarade qui pleure dans la cour parce qu'il a subi quelque chose de difficile qui vous aurait fait du mal, allez, devenez son courage, prenez-lui la main. Déjà, il va peut-être se confier à vous, mais si vous ne voulez pas qu'il se confie à vous, demandez-lui ce qu'il a et vous allez tout de suite en parler à un adulte. Et là, ça change la donne, parce que l'enfant devient témoin. Ça veut dire écouter et en même temps prévoir un temps d'échange avec les enfants ensuite. Exactement. Valable dans les écoles aussi? Oui, toujours. Vous avez travaillé donc cette chanson, vous l'avez dit, avec une classe. Cette classe, c'était où? Alors, cette classe était à Paris, l'école Chaptal. Et en fait, je suis arrivée, ils n'avaient absolument pas écouté la chanson. Et on a parlé, et d'un seul coup, mais vraiment, ça a été... Ils se sont livrés comme jamais en expliquant que, bah oui, dans ma chanson, c'est des enfants, des fois, ils se font du mal. Alors, et qu'est-ce qui vous arrive quand vous faites du... des fois, on peut pousser, on peut mettre des coups de pied, et plus ça allait, plus la violence montait, en fait. Avec des grandes sections, moyennes sections. Et je leur ai dit, alors, est-ce que c'est normal de faire tout ça? Est-ce qu'on doit le faire? Ah ben non, parce qu'on fait du mal. Donc déjà, tout de suite, la conscience était posée. Et là, l'enfant se positionne et dit, non, on ne peut pas le faire, mais on sent bien que des fois, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ça peut être un acte de défense. Et c'est là où vous observez en fait des réactions un peu différentes, notamment des professeurs, les instituteurs qui sont avec vous, peut-être se poser la question de justement qu'est-ce qu'on fait quand on a une émotion trop forte, qu'on n'arrive pas à résister. Alors moi j'ai une anecdote qui est vraiment formidable, c'est quand j'ai utilisé et fait écouter la première fois cette chanson en Martinique, donc Te laisse pas embêter, la première chanson. Là je suis avec des grandes sections, la chanson n'est pas sortie, je veux la valider. Dernière écoute, elle est avec eux. Et là, j'ai un enfant qui lève le doigt. La professeure des écoles me dit mais Laure, il faut que tu le laisses parler parce qu'il n'a jamais parlé et c'est lui qui tape ses copains. Alors là, je sens que la larme commence à couler pour elle. Puis là, il me dit moi, Laure, en fait, quand j'arrive le matin, j'ai tellement de colère que j'ai envie de taper mes copains. Et là, je lui dis quant à ça, tu arrives, tu vas vite le dire à maîtresse. Parce que maîtresse, elle va t'aider à faire passer cette émotion. Et là, double effet qui se coule, mais je m'en souviendrai, mais je crois toute ma vie. Et là, on était toutes les deux en larmes, des petites filles qui prennent la parole et qui disent Laure, en fait, quand il nous tape Nolan, c'est pas de sa faute. Donc il est passé de harceleur, puisqu'on le considérait comme un enfant qui battait les autres et qui harcelait les autres, en victime. Et effectivement, ça a levier, c'est pas un levier, mais ça a permis de lever cette problématique chez l'enfant. Il est resté malgré tout, et il faut le dire quand même, un agresseur puisque c'est lui qui tapait, mais en revanche ça a permis le dialogue, ça lui a permis aussi de lui de parler et donc peut-être de s'ouvrir davantage et de calmer ses plaies. C'est aussi ça la force de la chanson, la force de la musique. Quand vous travaillez sur des projets comme ça, est-ce que d'autres élèves viennent aussi se confier peut-être à leurs instituteurs ou à la famille et que vous sentez les effets même des quelques semaines après? Moi, ça m'est arrivé en pleine création. À Lyon, on a eu le prix du harcèlement avec une vidéo sur l'Académie de Lyon, avec des collégiens. Et là, j'ai dit à ma collègue avec qui je travaillais, il va se passer quelque chose. Tu vas voir, il y en a qui vont pleurer aujourd'hui. Effectivement, il y a une jeune fille qui s'est confiée qu'elle était harcelée à la maison. Et ça, il a fallu qu'on le prenne, donc on l'a retirée de la séance. Elle a été se confier, et ça a été, pour elle, ça a été une bulle d'oxygène, quoi. La chanson d'ailleurs se termine sur une note plutôt optimiste. Il n'y a plus d'histoire, elles vont sortir de ma mémoire. Je suis sûre que ce soir, je n'aurai plus peur du noir. Exactement. Et je pense que c'est ce que je disais aux enfants, à quel moment vous avez le plus peur? Et ils disent tous, c'est dans le noir. Et effectivement, c'est là où l'angoisse remonte et où l'enfant se retrouve seul face à ses angoisses. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que ce matin, il y a eu une petite touche où il y a un petit garçon qui a dit, en fait, tes chansons, Laure, ça nous apporte du bonheur. Un petit livret pédagogique accompagne ce titre, dont je vous rappelle le titre Marre des histoires. Paroles de Farfelu, Laure Dèbre, ainsi que son mari Franck et leur fille. Le trio infernal de l'univers musical et poétique de Paroles de Farfelu. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci beaucoup. Merci, on va tous se retrouver Shirley pour sa chronique.
Shirley, cette semaine, vous nous parlez d'un article qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il a été publié sur British Vogue, la version britannique du fameux magazine Vogue qu'on adore. Son titre est une question. Je la cite. Est-ce que ce n'est pas devenu gênant d'avoir un petit copain en 2025 ? Et là, vous vous dites... Rien, je ne dis rien. Non, parce que je vous vois dire... Qu'est-ce que c'est encore que cette question absurde ? Ne partez pas en courant, Virginie, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent. Sous ces airs de putaclic, il faut le dire, cet article nous pousse à réfléchir sur plein de choses, et notamment les normes sociales, la condition de la femme, et puis le regard des autres, plein d'autres choses. L'autrice s'appelle Chanté Joseph. C'est une journaliste britannique qui anime un podcast sur la pop culture pour le quotidien The Guardian. Elle commence son article comme ceci. Dès qu'un mon mec surgit sur les réseaux sociaux, c'est plus fort que moi, je mets la personne en sourdine. Quand je choisis de suivre quelqu'un, c'est pour le fun, pas pour assister à la métamorphose d'un profil en hommage à un boyfriend. Pour la suite, je vous résume son propos. En gros, l'identité en ligne des femmes hétérosexuelles qui tournent uniquement ou partiellement autour du petit copain, ce ne serait plus du tout cool. Ça renverrait à un autre temps, celui où le fait d'avoir trouvé un homme et de réussir à le garder, ça permettrait d'accéder à un certain prestige social. Maintenant, voilà ce qui se passe. En gros, les femmes jeunes, moins jeunes, qui s'affichent en couple à l'ancienne, perdent des abonnés, en tout cas pour celles qui ont de la notoriété. Moi, par exemple, ça n'aurait aucun impact si je m'affiche avec quelqu'un. La tendance serait donc de suggérer de manière très subtile qu'on a un partenaire, soit en brouillant son visage sur les photos de mariage, soit en mettant simplement, vous savez, 2 petites coupes de champagne qui trinquent, mais on ne voit rien des visages, etc. Ou alors on montre un bout de crâne, c'est tout, rien de plus. Un bout de crâne, j'aime beaucoup. C'est donc devenu un peu honteux d'avoir un petit copain ? Pour Chanté Joseph, les femmes ne veulent plus paraître obsédées. Ce sont ces observations obsédées par leur mec dans un contexte où le couple hétéronormé ne fait plus autant rêver. Et au-delà de l'image, vous avez des femmes superstitieuses qui pensent qu'en postant des photos d'elles et de leurs copains, ça va leur donner l'œil, elles redoutent la jalousie des autres, ou bien encore elles ont peur qu'on pense qu'elles se vantent, parce que c'est difficile aujourd'hui de rencontrer quelqu'un. Enfin, dans cet article, il est fait mention d'un épisode de podcast très en vogue aux États-Unis et daté du mois d'octobre, The Delusional Diaries. Il est animé par 2 New-Yorkaises et les 2 femmes se posent la question suivante: est-ce que ce n'est pas has-been d'avoir un copain ? Voilà un petit peu la source d'inspiration, on l'imagine, de l'autrice de cet article sur British Vogue. La conclusion de l'article, c'est qu'on a le droit d'être amoureux, Virginie. Mais, je cite, être en couple ne définit plus la féminité, ce n'est plus un accomplissement. Au contraire, il est presque plus valorisant de s'affirmer célibataire. La fameuse solitude féminine, la voilà, elle qui était si mal vue avant, paraît désirable aujourd'hui. Et je fais une petite parenthèse en vous renvoyant à 2 ouvrages géniaux, à savoir Seul de Nesrine Slaoui et Enfin Seul, petite variante de Lorraine Bastide. Ça a été publié cette année. Revenons à l'article. Enfin Seul, vachement bien, effectivement. Je l'ai lu. L'autre, j'imagine que c'est formidable aussi. Alors, comment ont réagi justement les gens sur les réseaux sociaux à la lecture de cet article dans Vogue ? De manière aussi différente qu'il y a d'humains sur cette terre. Il y a donc par exemple Lise Planck, cette podcasteuse en lunettes de soleil dans son lit, qui nous dit que oui, c'est embarrassant d'avoir un petit copain. Son propos ne se veut pas anti-homme, mais quand même, ça lui draine beaucoup d'énergie d'être avec un homme qui ne fait pas le travail sur lui-même, en fait, pour avoir des conversations profondes, etc., etc. Fiona... pas trouvé le bon, en fait, c'est juste ça. Peut-être, il faut juste changer. Peut-être, voilà. Ouais. Fiona, elle, c'est la femme qui fait des tableaux. À partir de cet article, elle a voulu faire un tableau et dire aux femmes, voilà, tout ce qui est indiqué en rouge, c'est des mecs qui sont embarrassants. Et le vert, il est seul. La case verte, c'est celui qui permet à la femme de révéler son potentiel, qui l'élève dans sa carrière, etc. Mais il a l'air bien isolé dans son tableau. Léa Thomas, alors elle a fait un petit pas de côté. Léa Thomas, influenceuse écolo, qui reformule la question: est-ce qu'avoir un copain est bon ou mauvais pour la planète ? Et elle en déduit que c'est mauvais parce que, par exemple, quand on fait trop de textos, on utilise beaucoup de batterie de téléphone, qu'on pleure sous la douche est de plus en plus longue, donc voilà, c'est très mauvais pour la planète, apparemment très anti-écolo d'avoir un copain. Et puis, parmi les voix contre, parce qu'il y en a eu quand même, il y a cette Antoinette, une étudiante qui vit entre Londres et Paris. Sommes-nous des féministes ou des femmes méchantes ?
Je pense que tout est dans le titre de sa vidéo. Des hommes ont aussi fustigé, on imagine cet article, des rageux, beaucoup. Mais il y a aussi des hommes qui sont allés dans le sens de chanter Thomas et qui ont apporté un éclairage assez intéressant sur la gente masculine. Voilà, c'est intéressant de le noter. On a de quoi réfléchir, je pense, à la crise de l'hétérosexualité ce soir à la maison. Je vous remercie. Voilà. Je vais étudier le sujet. Merci beaucoup, ma chère Shirley. Merci. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Le premier fil que j'aimerais qu'on tire, c'est que vous dites qu'il faut traiter la relation plutôt que les individus. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça signifie qu'en fait, nous, on aborde ce phénomène d'un point de vue systémique. C'est-à-dire qu'on regarde cette relation dysfonctionnelle comme étant un système entre un individu qui, lui, est de plus en plus en position basse, sous emprise, recroquevillé, en souffrance, et de l'autre côté de cette interaction, une bande, souvent menée par un leader, qui, lui, est plutôt en situation de toute puissance, d'emprise, etc. C'est une escalade, c'est-à-dire que c'est un continuum, en fait, le harcèlement. Et au fond, on peut dire que, globalement, l'institution, depuis un certain nombre d'années, travaille beaucoup sur cette personne-là, en lui disant il faut que tu arrêtes en fait. Il faut pour rééquilibrer la relation, il faut que tu arrêtes de faire ça, ce qui paraît parfaitement logique, ce qui en revanche ne fonctionne pas tellement parce que cet individu-là, en fait, il n'a pas beaucoup de raisons d'arrêter, parce que à la fois il se sécurise en étant un harceleur, puisque quand on harcèle, on a moins de risques d'être harcelé. Or, c'est une angoisse très forte chez cette génération d'enfants et d'adolescents, et la génération précédente aussi d'ailleurs. Et on s'adresse très peu à cet enfant-là, qui lui pourtant est celui qui a tout intérêt à ce que la relation se rééquilibre. Et quand on regarde les choses de cette façon-là, on voit bien qu'en effet, c'est super intéressant de pouvoir s'accroupir à côté de cet enfant-là pour l'aider d'une certaine manière à rééquilibrer la relation. Alors que si on regarde les choses en disant il y a tel individu qui pose problème ou tel individu qui pose problème, on ne peut pas intervenir autant sur l'interaction. Est-ce qu'on observe une évolution au fil des années? Là, vous nous expliquez qu'effectivement, on voit une évolution sur la forme, mais est-ce que sur les chiffres, on a de plus en plus de harcèlement ou est-ce qu'à ce niveau-là, ça stagne plutôt? On peut dire que les chiffres restent constants, malgré le fait qu'il y ait quand même une certaine hausse aussi du harcèlement scolaire. Finalement, ça reste assez prégnant. Dans notre baromètre, on observe que 35% des enfants de 6 à 18 ans ont déjà été victimes en fait, de harcèlement, donc ce qui est déjà une hausse de 11 points par rapport à notre baromètre de l'an dernier. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui finalement reste ancré. Et puis en parallèle, on a justement le cyberharcèlement en fait, qui arrive et qui prend aussi beaucoup de place. Et donc on voit aussi une évolution sur ces chiffres et notamment sur les jeunes filles. J'imagine qu'en plus ces chiffres ne reflètent pas totalement la réalité, qu'ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Tout à fait, puisqu'il y a aussi toute cette particularité, cette ambivalence en fait sur la définition du harcèlement. Le harcèlement, c'est des moqueries répétées, des violences, qu'elles soient verbales, physiques ou sociales. Et finalement, il y a aussi le cyberharcèlement, donc qui se poursuit en ligne. Et il y a beaucoup en fait d'enfants ou de jeunes qui ne vont pas nécessairement comprendre qu'ils sont victimes de harcèlement. Et pourtant, c'est le cas. Et ça, c'est aussi lié finalement aux usages numériques. Sur ton humour, justement, tu as le sentiment que c'est un outil puissant de guérison sur le plan des émotions. Pour ton fils, j'imagine, bien sûr, mais je pense au mien aussi. Pour tous les autres. Alors, moi, je dis toujours qu'il y a deux choses qui marchent extrêmement bien, que ce soit avec les enfants ou les adultes, pour faire passer les messages, c'est l'humour et le jeu. Ouais. Soit on joue, soit on le fait en rigolant. Mais venir s'asseoir là et parler avec nos enfants de la définition de la résilience et à quel point il faut avoir confiance en soi et la définition de l'estime de soi, ça marche pas. Enfin, en tout cas, avec le mien, ça ne marche pas une seconde. Mais alors, me poser le cahier de détective, rigoler, faire des petites blagues à la fin, ça fonctionne en fait. Et d'ailleurs, dans mon spectacle, qui était faire passer des messages importants avec humour, c'est ce que je faisais aussi. Il y a beaucoup de couples qui venaient et qui m'écrivaient des messages après. Ah, mais ça y est, on a enfin compris pourquoi on s'engueulait, pourquoi est-ce que ceci, pourquoi cela. Donc, c'est vraiment toujours le but. C'est avec une pointe d'humour ou avec le jeu. Mais c'est difficile de faire des jeux sur Instagram et de faire passer les messages. J'ai pas encore bien réussi. Mais c'est quand même bien, ouais, t'es prêt. C'est quand même, je trouve, assez bien réussi. Vous la décrivez, cette cour de récréation, comme un système mafieux. Le terme est quand même extrêmement puissant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et sur quoi vous voulez nous alerter, finalement, nous, adultes? Alors, je vais vous alerter sur un point qui, en plus, est très moderne. Je trouve que ça a 4 ou 5 ans. C'est qu'au fond, il y a en effet des luttes de pouvoir dans ces systèmes comme dans d'autres. Il ne faut pas oublier que l'école, c'est juste un miroir de notre société. Je veux dire, c'est pas... Et donc, vouloir absolument que ça soit un lieu sanctuarisé où il ne se passe rien sur un plan relationnel qui soit générateur de souffrance, de mon point de vue, c'est une illusion. Je comprends qu'on poursuive cet idéal-là, mais en attendant, il y a quand même des enfants qui souffrent parce qu'on est dans un système, encore une fois, reflet de la société. Et donc, je pense que c'est
en effet extrêmement intéressant de se dire que depuis que la communauté adulte s'en est emparée, et c'est tout à fait bien, parce qu'avant c'était vraiment traité par le plus grand des mépris, espèce de condescendance tout à fait aggravante, là on est dans un effet balancier où les adultes s'en sont beaucoup emparés. Et ce qui se passe donc depuis quelques années, c'est que ces faits de harcèlement sont beaucoup plus subreptices, beaucoup plus souterrains, et qu'ils échappent finalement au radar des adultes, notamment tout ce qui est de l'ordre de la mise à l'écart, en fait. Une mise à l'écart qui est pas spécialement hostile, juste des enfants qui ont l'impression d'être invisibles, en fait, dans la cour de l'école, du collège, du lycée. Et c'est grave pour deux raisons. La première, parce que c'est une souffrance inouïe, autant d'ailleurs que d'être explicitement agressé. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, c'est assez invisible à l'œil nu. Et je dis que c'est un système mafieux parce qu'ils sont extrêmement créatifs pour mettre en place des choses qui, je le redis, leur garantissent cette sécurité par rapport à leurs propres conditions d'être humain dans une cour de collège. Et par ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas dit, qui est très intéressant et qui est très difficile à entendre aussi, c'est que au moment où les enfants harceleurs harcèlent, leur émotion principale, c'est le plaisir. Alors c'est un plaisir tout à fait immoral et cynique, c'est un plaisir lié à la toute-puissance, absolument. Ouais. Et donc, pour maintenir ce plaisir et maintenir cette sécurisation, ils sont capables en effet d'élaborer des choses... Des stratégies hyper complexes. Le cyberharcèlement, c'est devenu le principal biais, ou est-ce que finalement dans la cour de récréation il se passe encore beaucoup de choses? Le cyberharcèlement n'est pas nécessairement devenu le principal biais. En tout cas, on sait que le cyberharcèlement est le prolongement de beaucoup de situations de harcèlement scolaire. Par exemple, c'est 70% des situations de cyberharcèlement qui proviennent à la base d'une situation de harcèlement scolaire. Donc on va dire que le facteur principal reste le harcèlement scolaire. Mais en fait, ça va se retrouver au sein de toutes les sphères de la vie, que ce soit au sport, que ce soit dans les activités périscolaires, que ce soit en ligne, précisément parce que bien maintenant, l'enfant n'a pas nécessairement de répit. Les usages numériques, le fait qu'il soit constamment en lien avec tous les élèves et tous ses camarades de classe, fait que l'enfant n'a pas de répit. Donc le harcèlement scolaire est prolongé en tout cas par le cyberharcèlement. C'est quoi même pas mal? Même pas mal, c'est mon programme pour les maternelles et les primaires qui parle de harcèlement scolaire, de microagression, de conflits. Tu as identifié assez rapidement que tu devais créer un programme, un contenu, des modules sur cette problématique dont nous on parle une fois par semaine, minimum. Oui, c'est génial. Le déclencheur, malheureusement, une fois de plus, ça a été mon fils qui s'est fait harceler quand il avait 4 ans, donc en maternelle. Et je me suis rendu compte vite que il n'y avait pas grand-chose qui était fait, il n'y avait pas beaucoup d'outils, il n'y avait même pas beaucoup de... Ça prenait quelle forme, le harcèlement, du coup? Alors lui, il a eu du harcèlement verbal et physique, très physique. C'est-à-dire qu'il rentrait, il avait des marques sur le corps, et puis il rentrait, il avait des comportements... Puis ça a pris aussi une grosse connotation raciste, parce qu'il rentrait, il imitait le singe. Je disais, mais qui te demande de faire ça? À l'école, on me dit que je n'ai pas le droit de me déplacer si je ne fais pas ça. Donc c'était très violent et très d'un coup. Et surtout, il avait 4 ans. Donc pour lui, il ne réalisait pas forcément ce qui se passait, en fait. C'est une fois de plus le fait qu'il soit capable de me parler et de m'expliquer que j'ai pu, moi, identifier. Mais à 4 ans, c'est rare qu'un enfant rentre et dit « je me fais harceler ». Donc c'est de là que part même pas mal, malheureusement. Et en plus, moi j'ai été harcelée étant petite, donc ça a tout de suite fait écho. Je me suis tout de suite pris une claque. Mais pas si jeune, peut-être. Donc non, parce que j'étais en CE2. Donc c'est ça aussi où je me suis dit, mais mon Dieu, mais à 4 ans maintenant, moi je me souviens même pas de ce que je faisais à 4 ans. Donc, et on le voit, de toute façon, on le voit dans les stats, on le voit dans les études que c'est de plus en plus tôt et que ça commence maintenant à la maternelle. Donc, Et vers qui on se tourne dans ces moments-là? Quand on arrive à l'identifier, ça c'est déjà bien. On se tourne vers qui? Normalement, on se tourne directement vers l'école. Normalement. On se tourne directement vers les professionnels, vers l'école, vers la direction, vers la maîtresse. Qu'est-ce qu'ils disent? Là, moi, dans mon cas, malheureusement, c'était des enfants de la direction. Donc, c'était très compliqué. Voilà. Donc, nous, on n'a pas eu le choix. Et je dis toujours, et il y a des gens qui me disent « Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu extrême ?» On le voit aujourd'hui, les dégâts que le harcèlement font. Il y a des enfants qui meurent, en fait. On est sur un vrai sujet. Bien sûr. Donc moi, j'ai décidé de quitter l'école. On a quitté l'école, on a fait nos valises. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il s'est fait harceler, j'ai tout mis en place. C'était les vacances scolaires. On n'y est plus jamais retourné après les vacances scolaires. On a changé d'école. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation, Angèle Jean-Gérard, Thibaut Goury-Lafont au son, Julia Horner au maquillage et Maferré Laura Gérard à la rédaction. Charlotte Adélaïde ce soir, journaliste sur le Grand JT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous êtes là demain ? Peut-être. Petit mystère. Moi, j'adore ces petits mystères. Je vais m'endormir avec ça. Est-ce qu'elle sera là demain ou pas? Bonne soirée à tous. Ciao.